Alors, ce soir, je dirais, un enfant ou un petit enfant du 6e arrondissement qui intervient, puisque David Gauthier est le petit-fils des héros qu'il va nous présenter ce soir, qui sont un couple, ses grands-parents, qui étaient déjà installés dans le 6e arrondissement, j'allais dire familialement et professionnellement, et couple qui a produit, si je puis dire, une correspondance au moment de la Seconde Guerre mondiale. Et ce qui est très intéressant, je vais donner un avis, pardonnez-moi, ce qui est un avis d'historienne et d'archiviste, c'est que les correspondances personnelles, familiales, sont toujours très intéressantes, car elles sont vraiment, c'est sans phare. C'est vraiment, il n'y a pas de travestissement dans la narration qui peut intervenir en particulier là, entre des époux. Et donc voilà, vous avez trouvé cette correspondance et vous l'avez en partie éditée, et vous allez nous faire part un petit peu de ce que finalement vous avez appris de vos grands-parents à travers cette correspondance. Deux mots sur vous, ou un simple mot. Vous êtes archiviste au Centre national des archives de l'Église de France, euh, professionnellement, et donc là, c'est à titre de petit-fils que vous allez nous présenter cette correspondance. Je vous remercie par avance. Place. Attention au fil. Vous m'entendez bien? Ça va? C'est parfait. Merci. Donc, bonsoir à tous. Alors, évidemment, je voudrais d'abord remercier la Société historique du 6e arrondissement pour m'avoir proposé de réaliser cette conférence sur la correspondance de mes grands-parents. Car quand j'ai commencé à me pencher dessus, je n'aurais jamais pensé que cela aboutirait à une intervention dans cette mairie, et où ils se sont mariés il y a presque 102 ans, très probablement dans cette salle, d'après les derniers renseignements que j'ai eus qui datent d'il y a quelques minutes. Et leur fille, Marie-Noëlle Gaultier, y a par ailleurs travaillé, ayant été l'une des collaboratrices de Pierre Récamier lorsqu'il était maire dans les années 1970. Et j'ai une pensée particulière pour elle ce soir. En 2010, ma mère m'avait demandé de l'aide pour trier les papiers de mon père, décédé 8 ans plus tôt. Et à cette occasion, je suis tombé sur un paquet de lettres et j'ai constaté qu'il s'agissait de la correspondance de mon grand-père, Jean Gaultier, qu'il avait adressée à sa femme Yvonne pendant les années 1939-1940. Il y en avait 117. Le grand intérêt que j'y trouvais m'a aussitôt incité à les taper afin de réaliser une publication familiale. Et ayant effectué ce premier travail, je l'ai communiqué à mon oncle Geoffroy Gauthier et à ma tante Marie-Noëlle, dont je viens de parler, afin d'avoir leur avis. Je n'aurais certainement pas diffusé ces lettres s'ils s'y étaient opposés, car il s'agit en effet de correspondances entre époux, et dans ce cas précis, de celles de leurs parents. Cependant, rien ne me semblait le justifier, car les marques d'affection qui se retrouvent dans la correspondance sont empreintes d'une grande délicatesse. Et par ailleurs, les informations qu'elles contiennent rendaient pertinent, à mon sens en tout cas, leur mise en valeur. Mais leur accueil fut très bon et leur aide a été très précieuse. Mon oncle m'a ainsi fourni beaucoup de renseignements et d'explications que lui seul pouvait connaître. Il était né en 1927, il avait donc 12 ans au début de la guerre. Ma tante a retrouvé dans ses archives d'autres lettres ainsi que d'autres documents qui m'ont été très utiles, notamment des notes qu'elle avait prises lors de conversations avec son père. Elle m'a aussi communiqué un bref récit réalisé par son père sur son passage à la mission franco-polonaise en 1940, ainsi qu'une longue lettre de sa sœur Marie-Thérèse sur la libération de Paris en août 1944. J'ai par ailleurs moi-même pu compléter l'ensemble en consultant les archives conservées dans la maison de famille en Anjou. 35 lettres supplémentaires, donc 5 lettres d'Yvonne Gauthier se rapportant à la guerre, ont ainsi été retrouvées. Et ma cousine, Bénédicte Magne, qui travaille dans l'édition, m'a incité à réaliser une souscription auprès de la famille Élargie, ce qui m'a permis une véritable édition en 2021. Et c'est ce qui me vaut d'être présent ce soir. Excusez-moi.
C'est parti. Voilà. Cependant, pour essayer de faire revivre Jean et Yvonne Gaultier au sein du 6e arrondissement, il m'a semblé nécessaire de dépasser parfois un peu la période de la guerre, même si celle-ci va demeurer le cœur du sujet. J'ai cependant retrouvé 104 lettres d'avant-guerre, rédigées entre 1922 et 1936, et 32 d'après-guerre, rédigées entre 1946 et 1972, et je m'appuierai donc sur l'ensemble, notamment pour la partie qui concerne le 6e arrondissement. Cependant, à 9 exceptions près, on constate que seules les lettres adressées par Jean Gaultier sont présentes. Il semble bien que ce soit en fait lui qui les ait supprimées, car selon sa fille Marie-Noël, il est certain qu'il a éliminé de nombreux documents personnels à la fin de sa vie. Et personnellement, je ne peux que le regretter, mais c'est comme ça. Donc, je vais d'abord esquisser les portraits de Jean Gaultier et d'Yvonne Todière, afin de leur donner un petit peu de consistance. Puis je passerai à l'analyse de la correspondance de guerre proprement dite, et je terminerai donc avec des lettres faisant spécifiquement allusion au 6e arrondissement. Donc, les correspondants. Yvonne Todière. Yvonne Todière est née le 19 août 1893 dans le village de Lapsy, situé dans les Deux-Sèvres, où sa famille est originaire. Elle est la fille d'Henri Todière, avocat et docteur en droit, et d'Émilie Brie, et la benjamine d'une fratrie de 4. En 1884, peu après leur mariage, ses parents s'installent dans le 6e arrondissement, rue Herschel. Ils déménagent par la suite, vers 1900, au 70 rue Madame. Plus de son activité d'avocat, Henri Todière, que vous voyez à gauche, est professeur de droit administratif à l'Institut catholique de Paris, rue d'Assas. Par ailleurs, succédant à son père, il devient en 1913 député des Deux-Sèvres avant de décéder brutalement en mai 1914. Émile Todière, frère aîné d'Yvonne, est à son tour élu député dans le même arrondissement en 1928. Durant la Grande Guerre, Yvonne Todière assiste sa mère et ses sœurs dans la tenue d'un hôpital de 20 lits à Lapsy durant plusieurs mois, lequel accueillera 119 blessés. Les 27 et 28 juin 1922, elle épouse à la mairie du 6e arrondissement de Paris, qui ont l'église Saint-Sulpice, ce qui était bien, ce qui n'est pas, il n'y avait pas à aller très loin, Jean Gaultier, avocat au barreau de Paris. Les fiancés sont tous les deux paroissiens de Saint-Sulpice. Ils se sont rencontrés par l'intermédiaire d'une habitante d'Angers, Madame Bernier. Cela est suivi de près par la mère d'Yvonne, Émilie Todière. Comme vous pouvez le voir, l'agenda d'Émilie Todière du 31 janvier 1922, c'est vers ce moment que commence la correspondance avec Angers pour maître Jean Gaultier. On était surveillés à l'époque. Cependant, ils avaient déjà des connaissances communes. À ce sujet, Jean Gaultier écrit à sa fiancée le 28 avril 1922. Au palais, on commence à connaître nos fiançailles. On me félicite. Ces gens ne savent pas à quel point ils ont raison. Marcel Poignard m'a déclaré. C'est une vieille famille du faubourg Saint-Germain. Il s'est souvenu avoir rencontré Anne-Marie et Émile. En somme, il a fallu que vous mettiez une extrême bonne volonté pour ne pas me rencontrer plus tôt. Seulement, notre destinée a tout de même triomphé. Le couple s'établit au 70 rue Madame, dans l'appartement d'Yvonne, situé au 3e étage. Vous pouvez voir Yvonne Gaultier en tenue de mariée dans cet appartement, dans le salon. 8 enfants naissent de ce mariage. En plus de leur éducation, Yvonne Gaultier s'investit dans la paroisse Saint-Sulpice et dans des associations de quartier. Certaines des lettres de Jean Gaultier rédigées durant les premières années de leur mariage laissent percevoir son caractère affirmé. Le 17 avril 1926, alors qu'elle est en vacances à Lapsy, il la conseille ainsi. « Ne te fatigue pas, profite de cet ennui pour dormir, pour manger, pour ne pas penser, pour ne pas bondir. Tâche de te faire une âme angélique. » Et donc, en juin 1934, il lui écrit ainsi à l'occasion d'un différend avec un confrère. « Moi, je transigerai très bien, parce que je suis angevin et je déteste la lutte. Mais avec ma vendéenne de femme, je ne fais guère ce que je veux. » Le 13 octobre 1992, devenue arrière-grand-mère, Yvonne Gaultier décède à l'âge de 99 ans dans son appartement de la rue Madame. Elle y aura vécu près de 90 ans. Jean Gaultier. Alors, Jean Gaultier est né à Angers le 18 mars 1890, au numéro 32 de la rue du Bellay. Il est le second fils de Paul Gaultier, natif de cette même ville, directeur d'usine de manufacture Bessonneau, et de Marie-Thérèse Lecomte, elle-même fille de Pierre Lecomte, un des directeurs du magasin du Beau Marché à Paris, dans le 7e arrondissement. Dans son enfance, Jean Gaultier fait à l'occasion des séjours à Paris, chez sa grand-mère maternelle, qui s'est installée après son veuvage rue Gerbillon, dans le 6e arrondissement.
Jean Gaultier est placé à 7 ans en pension au collège catholique Montgazon, situé au sud-est d'Angers, où il fait toute sa scolarité. Il s'y forge de solides amitiés avec d'autres élèves, comme Victor Châtenay, futur maire d'Angers. Après avoir été reçu bachelier, Jean Gaultier entreprend son droit à la faculté catholique d'Angers. Adepte du catholicisme social qui se développe alors sous la direction d'Albert Demain de Marc Sangnier, il s'investit dans un patronage où il fait notamment jouer par les enfants des pièces de sa composition. En 1911, il passe sa licence et à l'issue de celle-ci, s'inscrit au barreau d'Angers. Puis, comme il écrira plus tard, en 1913, ma mère se décida, en conservant un pied-à-terre à Angers, à installer mon cabinet de jeune avocat stagiaire, place Saint-Sulpice. Domicilié pour sa part au carrefour de la Croix-Rouge, Jean Gaultier s'établit définitivement à cette occasion dans le 6e arrondissement de la capitale. La guerre de 14 arrive alors, et bien que déclaré inapte, Jean Gaultier parvient finalement à s'engager en décembre 1914, puis suit les cours d'officier à Saint-Maxent avant d'être affecté comme aspirant au 125e régiment d'infanterie en août 1915. Le 4 septembre suivant, c'est-à-dire 15 jours après, au sud d'Arras, il est fait prisonnier lors d'une mission et passe 3 ans de captivité en Allemagne. Durant cette période, il transite par 4 camps de prisonniers. Il y noue des amitiés durables avec d'autres officiers qui partagent son sort, en particulier les avocats Ludovic Jardel et Pierre Catala. Sa conduite peu coopérative lui vaut de passer à 2 reprises devant des conseils de guerre allemands, puis d'être transféré au camp de représailles de Wöhrenbach en février 1918. Affaibli par ce traitement, il est finalement interné en juin 1918 à Spiez, en Suisse, à la demande de la Croix-Rouge, après un échange de prisonniers. Jean Gaultier reprend ensuite sa place au barreau de Paris en août de l'année suivante. En 1919, démobilisé, je devins, grâce à l'amitié de Pierre Catala, le collaborateur de Marcel Hérault, puis s'ouvrir devant moi les cabinets Léouzon-le-Duc et Saint-Auban, écrit-il dans l'un de ses ouvrages. Par ailleurs, peu après son mariage, il est désigné lors du concours d'éloquence de 1922 premier secrétaire de la conférence du stage à la Cour de Paris. Il devint également docteur en droit le 27 février 1923. Comme je l'ai dit plus haut, Jean et Yvonne Gaultier deviennent les parents de 8 enfants. Le 8 janvier 1937, le plus jeune, Vincent, décède à l'âge de 17 mois. C'est le bébé qu'on peut voir sur la photo. Cet événement marque profondément Jean Gaultier, qui cesse pratiquement toute vie mondaine alors qu'il sortait beaucoup jusque-là. Une lettre de Madame Léouzon-le-Duc, l'épouse de son ancien patron, datée du 1er mars 1940, confirme ce fait. Votre lettre m'a causé un vif plaisir, car je me demandais pourquoi cette longue absence. Hélas, la raison en était bien triste, puisque c'est la mort de votre dernier fils qui vous avait retiré de la vie extérieure. Comme avocat, Jean Gaultier se spécialise dans le conseil du commissaire-priseur. En 1938, il devient l'avocat de l'archevêché de Paris et de la direction de l'enseignement libre. Il est également celui de la Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice, où était rentré son frère. En septembre 1939, la guerre éclate pour la seconde fois. Jean Gaultier a 50 ans, a été déclaré libéré du service le 1er octobre 1936 et est père de 7 enfants encore jeunes. Mais il s'engage de nouveau volontairement dès le 27 août. Il est alors d'abord affecté au ravitaillement à Angers en tant que lieutenant, alors que sa famille demeure dans le petit village voisin de Fontaine-Milon pour la durée de la guerre. Il est ensuite muté en 1940 à la mission franco-polonaise dirigée par le général Denain et située rue de l'Université à Paris, grâce à l'intervention de son ami Pierre Catala, qui s'y trouve déjà. La débâcle oblige son unité à fuir. Ainsi que je l'ai mentionné dans mon introduction, Jean Gaultier a laissé un bref récit manuscrit inédit des événements vécus dans le cadre de sa dernière affectation. Il y indique notamment les conditions de son départ. J'avais été affecté au 2e bureau, celui des renseignements. Je me trouvais en rapport journalier avec le chef de cabinet. Dans la nuit du 11 juin, je dus faire connaître la déclaration de guerre de l'Italie. Nous pûmes réquisitionner des autobus et des camions et nous partîmes vers le sud. Nous sûmes bientôt que le gouvernement se retirait à Bordeaux. Le général Denain fit route vers Mont-de-Marsan. Nous devions échelonner les étapes. Les propriétaires susceptibles de nous abriter considéraient avec ennui notre petit état-major d'auxiliaires et d'ordonnances et nos lourds camions chargés de bagages et d'archives. Le président Lebrun, Paul Renault, avait quitté le pouvoir. Le maréchal Pétain l'obtenait. À Bordeaux, le gouvernement s'efforçait d'abriter en les regroupant ses services désorganisés. Le général envoya le capitaine Catala en mission et je lui fus adjoint. Nous avons croisé 2 voitures qui avaient pris la route de Port-Vendre. Dans l'une, le président Herriot. Dans la seconde, le président Jeannet. Nous avons cru à un repli sur l'Afrique du Nord.
En 2 mois, Jean Gaultier réalise un véritable périple, que vous pouvez voir là, et sur lequel je vais passer assez vite. Il finit par aboutir à Clermont-Ferrand, puis au Puy-en-Velay, où il est immobilisé le 6 août 1940. Et voici son acte de démobilisation. Revenu à Paris, il reprend son activité au Palais. Peu favorable à l'armistice et hostile à la collaboration, il entre dans le réseau de résistance France d'abord, dirigé à Paris par l'avocat Jean Taillefer. Dénoncé à la suite d'une rafle à Lyon, Jean Gaultier est arrêté le matin du 24 avril 1944 à son domicile par la milice et interrogé au siège de la police de sûreté allemande au numéro 11 de la rue des Saussets, puis relâché le soir, des circonstances favorables ayant insinué le doute. Sa fille, Marie-Noël, a noté certains détails après une conversation avec son père à ce sujet. Taillefer, chef du réseau de Paris, de France d'abord, fut arrêté et torturé rue des Saussets le jour où Jean Gaultier fut arrêté par la Gestapo dans son appartement de la rue Madame. Sa femme, sa belle-mère et ses 7 enfants furent mis en état d'arrêt. On perquisitionna et on trouva sur la pile le dossier du cardinal de Paris, le cardinal Suard, Jean Gaultier étant l'avocat de l'archevêché. Ce fut providentiel. On donna l'ordre alors de le relâcher. Le cardinal Suard, archevêque de Paris, était en effet fidèle au maréchal Pétain, tout en protestant par ailleurs sur les arrestations et les déportations des Juifs. L'avocat Maurice Garçon rapporte aussi ce fait dans son journal avec quelques variantes. Pendant que j'étais là, j'ai rencontré mon confrère Jean Gaultier. Il y a quelques jours, son domicile aussi a été envahi par des miliciens. Il est père de nombreux enfants. Sa femme et ses petits ont été tenus en joue et on l'a emmené. Pendant 3 jours, on lui a fait subir un interrogatoire sévère. On le tient pour suspect parce qu'il a pour client un certain nombre de réfractaires ou d'individus arrêtés pour appartenir à la résistance aux Allemands. On l'a menacé de le livrer aux autorités d'occupation. On ne l'a relâché que lorsqu'on a su qu'il était l'avocat de l'archevêché. Vichy coquette pour le moment avec le cardinal Suard et on n'a pas voulu d'histoire de ce côté. Jean Gaultier est présent lors de la libération de Paris en août 1944. La proximité de son appartement avec le jardin du Luxembourg le place ainsi aux premières loges lors de la prise du Sénat. Sa fille Marie-Thérèse, alors âgée de 18 ans, relate ces moments dans une lettre à ses cousines. Dès le jeudi, l'attaque de notre quartier s'est beaucoup intensifiée. Mais alors que nous nous couchions, puisqu'il n'y a pas d'électricité, guettant le tir des mitrailleuses, les acclamations ont retenti, inoubliables. Leclerc était, disait-on, à l'hôtel de ville. En un instant, toutes les fenêtres se sont retrouvées pavoisées. Un feu de Bengale est monté rue Madame. Les cloches de toutes les paroisses se mêlaient au bourdon de Notre-Dame, tandis que le canon, pendant de plus en plus fort, faisait trembler les vitres. Mais quelques instants après, on donnait l'alarme au quartier. Le Sénat va peut-être sauter ce soir. Descendez aux caves et ouvrez les fenêtres. Nous n'avons pas été loin à descendre et nous sommes restés en bas jusqu'à 6h15. Jusqu'au déjeuner, les Allemands embusqués près de Montaigne et dans le Luxembourg nous ont réjouis du bruit de leurs mitrailleuses auquel répondait celui des FFI. L'armée Leclerc attaquait alors l'école militaire et les Invalides où on se battait très dur. Mais dans notre quartier, dès 1h, cela a commencé à se gâter. Des coups de canon comme jamais je n'en ai entendu nous faisaient sursauter. Le tir s'aggravant de tous côtés, nous sommes descendus à la cave. J'y suis resté presque tout le temps pour regarder les 3 petits un peu énervés. Mais les parents et les garçons étaient remontés. Ils ont vu arriver le tank français dont l'un était embusqué au coin de la rue Fleurus et de la rue d'Assas au coin du pharmacien Denisot. Un obus envoyé par ce tank a fait sauter le blocos construit au coin de la rue Auguste-Comte où tiraient les Allemands. Un jeune FFI s'y étant précipité a reçu en plein cœur une balle qu'un Allemand caché parmi les décombres de son repère lui a décroché. C'est probablement ce tank et c'est incontestablement la plaque qui concerne cet événement. Le 26 août, Jean Gaultier se rend avec sa femme, sa fille Marie-Thérèse et ses 3 plus jeunes enfants à Notre-Dame pour assister au Tédéum qui célèbre la libération. Sa fille Marie-Thérèse relate également ces moments dans sa lettre. Vers 4h05 arrive au milieu des acclamations l'auto du général de Gaulle, précédé seulement de quelques éléments motorisés. Il dresse sa silhouette immense vers la foule pour saluer. Je quitte mon perchoir, un pliant, pour faire place à maman. Aussitôt, une rafale de mitrailleuses part de la tour gauche et de la galerie des Rois, qui, en un instant, couche toute la foule sur le parvis. On se redresse un peu, le bruit venant de tous côtés nous fait coucher de nouveau. Quelle minute, vous ne pouvez vous les imaginer. Complètement écrasé sous d'autres corps, je pensais surtout à m'abriter la tête. J'avais l'impression d'être broyé sous ces masses. À 7 minutes, il n'est plus question de peur. On fait son acte de contrition, on sent que sa vie ne pèse plus rien, on s'en remet complètement à Dieu et on attend, je dirais presque avec sang-froid.
L'esprit enregistre très vite de curieuses impressions, mais tout cela ne peut se dépeindre. Dispersés à cette occasion, les membres de la famille rentrent les uns après les autres. Réfugié un moment à la préfecture où se portaient les blessés, Yves, âgé de 12 ans, revient le dernier et rencontre sur le seuil de la porte de l'immeuble son père partant à sa recherche, coiffé de son casque. Avant que la paix revienne, Jean Gaultier a encore l'émotion d'apprendre la blessure de son fils aîné Pierre-Henri. Celui-ci, engagé dans la 2e DB du général Leclerc après la libération de Paris, est touché aux jambes lors de la prise de Strasbourg en novembre 1944 et se voit décerner la Croix de guerre, participe ensuite à l'entrée en Allemagne. On voit son char marqué Luxembourg, ce qui n'est pas un hasard. Vous pouvez apercevoir le L juste à côté de son épaule, mais on n'arrive pas à lire tous les noms. Jean Gaultier reprend sa place au palais après la guerre. Son action en faveur des commissaires-priseurs lui vaut d'être fait chevalier de la Légion d'honneur par décret du 2 août 1949. Grand amateur d'art et de lettres, Jean Gaultier collabore à plusieurs revues dès les années 20. En 1946, il regroupe un certain nombre de discours, d'interventions ou d'hommages dans un recueil, Le miracle du sourire. On y trouve des thèmes qui lui sont chers, comme la peinture ou la littérature. Il évoque aussi d'autres figures, principalement de grands noms du monde judiciaire, dont l'éloquence, la personnalité ou l'influence sont marqués. Un second recueil, Les pierres chantent dès qu'une âme songe, paraît en 1978. Rimeur à ses heures, il est l'auteur d'un recueil de poèmes, Les chants de la pierre et du feu. Par la suite, il écrit aussi un roman dialogué en un prélude des 5 journées en vers, Perdita, consacré au peintre Théodore Rousseau. Si la peinture, notamment celle des paysagistes de l'école de Barbizon, a sa préférence, il ne néglige pas d'autres domaines, comme la sculpture. Il rédige ainsi une petite brochure sur la question « La sculpture et le rêve ». Jean Gaultier éprouve en particulier une grande prédilection pour le sculpteur Pierre-Jean David d'Angers, natif de la même ville que lui. Il apprécie les clins d'œil de l'histoire qui font qu'un bas-relief de sa main se trouve dans la chapelle de son collège de Montgazon, ce que vous pouvez voir là, ou bien qu'après la Révolution de 1848, le sculpteur soit nommé maire de l'ancien 10e arrondissement de Paris, devenu le 6e actuel. Lors du centenaire de cet événement, Jean Gaultier prononce une conférence sur le statuaire dans cette même mairie de la place Saint-Sulpice. Je ne sais pas si c'était dans cette salle. À ce sujet, le 3 juillet 1981, une semaine après le décès de Jean Gaultier, Pierre Récamier, maire du 6e de 1971 à 1977, écrit à Marie-Noëlle Gaultier. Pour moi, maître Gaultier, c'est David d'Angers, et je ne peux pas assister à une réunion dans cette salle de la mairie sans penser à lui. Une sensibilité proche des mouvements catholiques sociaux, Jean Gaultier songe un moment à la politique. Ses relations au palais à une époque où les avocats fournissent de nombreux parlementaires y contribuent sans doute, tout comme l'exemple de sa belle famille. Il se présente à Paris aux élections municipales du 5 juin 1932 en tant que républicain national, mais se retire finalement, probablement afin d'assurer le succès de Jean Ferrandi. Vous pouvez voir les affiches à ce sujet. Après la guerre, ses liens amicaux avec des personnalités comme Victor Châtenay, Victor Faure, avocat et maire du 6e arrondissement, du démocrate chrétien Jean-Raymond Laurent, ou encore de Jean Foyer, peuvent lui laisser entrevoir de nouvelles possibilités. Le 17 juin 1951, il se présente à la députation sous l'étiquette MRP dans la première circonscription de Paris, en 2e position sur la liste de Jean Cailleux, mais il n'est pas élu. Jean Gaultier décède dans son appartement de la rue Madame le 25 juin 1981, à l'âge de 91 ans. Après une célébration dans l'église de sa paroisse parisienne, Saint-Sulpice, il est inhumé le 29 juin suivant, au cimetière de Fontaine-Milon, dans son Anjou natal. Donc, la correspondance de guerre et donc présentation et contenu. On arrive aux choses sérieuses. Alors, Jean Gaultier italianise le surnom familial de son épouse, Vonette, en Vonetta. Ces lettres sont la moitié d'un dialogue dont l'autre partie nous demeure malheureusement pratiquement inconnue. S'il répond visiblement parfois à des questions de son épouse, il lui raconte aussi les menus événements qui font son quotidien. Son ton est tour à tour affectueux, enjoué, légèrement moqueur, parfois un peu anxieux. Pour la période 1939-1940, l'ensemble de cette correspondance représente un volume assez important pour un peu plus d'une année, soit environ une lettre tous les 3 jours. Malgré cela, il faut remarquer la quasi-absence de jugement lapidaire sur les personnes dont il est fait mention. Jean Gaultier préfère la pratique de l'humour, non dénuée d'une touche d'autodérision, à celle de la sentence. La très grande majorité des lettres débute donc par la mention « ma Vonetta » et se termine par la formule « je vous embrasse avec ma meilleure tendresse » avec quelques légères variantes, comme sur cette photo. Au bon avocat, Jean Gaultier date ses lettres, très important pour les archivistes, généralement après sa signature, qu'il italianise aussi en Giovanni,
souvent abrégé en job, comme là. Les quelques lettres d'Yvonne Gauthier sont signées bon état, mais utilisent généralement la formule « mon Jean aimé ». Elles ne sont pas toujours datées. Le contenu des lettres. La correspondance de guerre débute le 3 septembre, jour de la déclaration, par cette phrase « L'Angleterre est considérée en état de guerre avec l'Allemagne. Il est probable que la France en a fait autant à l'heure où je t'écris. » Les lettres des premiers mois de cette période reflètent bien la drôle de guerre. Les missives prennent parfois des allures de chroniques journalières sur les rencontres faites et les nouvelles des uns des autres. Le ton change brutalement le 10 mai 1940, début de l'offensive allemande. Depuis ce matin, c'est la guerre réelle. Dans ces lettres, la première préoccupation palpable de Jean Gaultier, c'est logiquement sa famille. Il rend ainsi régulièrement hommage à son épouse pour son dévouement et son affection. Pernod prend la famille française, toi tu gardes la famille Gaultier-Taudière. Chacun son rôle, mon petit ministre, lui écrit-il le 9 juin 1940 à l'occasion du remaniement ministériel provoqué par les circonstances. Les lignes qu'il lui adresse le 7 juillet 1940 sont d'une grande délicatesse. Je me console de ne pas t'avoir vu en pensant en toi davantage. Je songe que j'ai goûté les qualités précieuses de toute ton âme, du théâtre espagnol, des œuvres de Michel-Ange à Coleridge et à Chesterton, à Fogazzaro et à Annunzio, à Rembrandt et à Turner. Je me souviens de ton énergie durant 9 maternités et durant les épreuves traversées, et je revois ton image que j'aime toujours davantage en vieillissant. Je ne l'ai pas beaucoup abîmée, et je ne demande pas qu'elle change. Enfin, le 21 décembre 1939, alors qu'il se trouve affecté à l'intendance militaire, il lui est fait cette touchante aveu. Il y a 58 ans, aujourd'hui, mes parents se mariaient à Saint-François-Xavier. Ils ne se doutaient pas que leur plus jeune fils deviendrait un cuisinier sans prestige après avoir rendu maladroitement des phrases ou des strophes. Mais je les bénis de s'être mariés, parce qu'ils m'ont permis mon propre mariage. La seule chose que j'ai réussi, parce que je n'ai pas agi seul. Leurs différences de tempérament apparaissent cependant parfois au détour d'une phrase, comme dans sa lettre du 26 juin 1940. Peut-être, maintenant que les événements ont dépassé mes prévisions, auras-tu moins de défiance à l'égard de ce que tu appelais mes imaginations. Ou dans celle du 24 juillet 1940, est-ce que tu te figures que tu croyais un mot de ce que je t'expliquais? Je t'entends encore m'expliquant que mon imagination m'entraînait. Nature concrète, Yvonne Gauthier se méfie en effet parfois de celle de son époux plus fantaisiste. Les rares lettres d'Yvonne Gauthier à son mari, comme celle qui est ici, sont toujours affectueuses, mais plus pragmatiques. Elles contiennent souvent des vindications sur les choses qu'elle lui demande de faire ou d'apporter en Anjou quand il est à Paris. Ainsi, le 30 juillet 1942, elle écrit « Si par hasard, quand tu iras aux yaourts et aux olives, tu traversais le marché Saint-Germain dans la partie couverte, parallèle à la direction qu'on suit le long du mur, et le marchand de pots de graines. Il devrait avoir un arrivage chez Joncy. Quelques grands pots de rillettes, sans anse s'il y en a, pourraient encore être pris. Il les faut bien vernisser à l'intérieur. Et un plat rôti large de 2 à 3 doigts moins long que le plus petit qui est en bas du placard de l'office, car celui-ci ne peut tenir dans le four à gaz. » C'est ce type de demande qui peut expliquer la boutade de Jean Gauthier dans sa lettre du 4 août 1945. Je ne parle pas des commissions que je réserve pour une nuit où je n'aurai pas sommeil. Jean Gauthier s'enquiert de ses enfants avec insistance. La santé est au premier rang. Un silence est inquiétant. Tu ne donnes aucune nouvelle des enfants. J'en ai déduit que l'état de Pierre-Henri ne devait pas te satisfaire pleinement, s'interroge-t-il ainsi le 30 mai 1939. Il fait souvent des recommandations, notamment en matière de médicaments. Tu pourrais peut-être prendre pour les enfants quelques médicaments fortifiés, granulés, ce qui leur maintiendrait un aliment sucré. Et aussi un peu de muscaline bila qui leur tiendrait lieu de jus de viande, c'est-il le 29 juin 1940. Et si la guerre apparaît peu présente les premiers mois, Jean Gaultier parle volontiers du quotidien militaire auquel il est confronté. S'il n'est pas beaucoup monté en grade depuis la dernière guerre, il est devenu lieutenant dans la territoriale le 21 janvier 1926. Son âge et probablement ses qualités lui valent de faire régulièrement office de capitaine à la tête des compagnies d'intendance. Il note ainsi le 13 janvier 1940 « Mon capitaine, ému de me voir m'éloigner, m'a offert 2 apéritifs, un déjeuner, une bouteille de Bourgogne avec café et Cointreau. Décidément, j'étais fait pour être militaire et non pour la buvette du palais. Seulement, voilà, je voulais te marier, comme disent les Belges, nos anciens amis, et tu es contre les colonies. » Le 26 mars 1940, il écrit « Le capitaine Cizensky, qui revenait ce matin de permission, a été invité à retourner définitivement dans ses foyers. Je suis donc redevenu commandant de la 20e compagnie. Je suis resté cependant commandant de la 28e compagnie qui se crée cette semaine. Pour un lieutenant, je suis comblé, mais je ne serai pas capitaine. Et il faut attendre 2 ans avant que ma proposition pour la Légion d'honneur puisse seulement prendre rang.
Les titres de la proposition portent néant, 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 néant. C'est une leçon d'humilité que de signer ce papier qui atteste mon insuffisance militaire échelonnée sur 30 annuités. Mais j'ai signé avec ponctualité. Le 28 mars 1940, il raconte « Le nouveau commandant-major, le colonel Caruel, m'a retrouvé avec plaisir. J'ai été en effet l'un de ses camarades de captivité et il m'a rappelé en souriant que j'avais baptisé mon allié. J'avais oublié jusqu'à son existence. J'ai du moins eu la consolation de constater sa joie incontestable à me retrouver. Je ne parlerai plus du néant. » Il prend son travail dans l'intendance au sérieux et juge sa présence à cette place avec un certain humour, ne considérant pas forcément très qualifié pour cela. Qui eût dit que ma capacité militaire serait, premièrement, l'alimentation journalière, deuxièmement, la comptabilité. Décidément, je ne suis pas fait pour une étroite spécialité et je me défierai constamment des compétences, note-t-il le 12 septembre 1939. Il s'en amuse encore le 25 novembre 1939. J'ai surveillé la confection du boudin et avec des boyaux de bœuf et du sang de veau, j'ai réussi à faire du porc. J'avais toujours pensé que la cuisine et la chimie étaient des sciences parentes. 4 avril 1940, il constate, peut-être avec une pointe de désabusement, une circulaire vient d'écarter des armées les vieux officiers quinquagénaires. Je n'ai donc pas arrêté ma mutation si elle survint. L'héroïsme n'était pas mon lot. Mon affectation à la mission franco-polonaise à Paris est agréablement ressentie. Je suis bien heureux de cette nomination qui va me retirer des chaudrons, dit-il le 20 mai 1940. Elle lui permet en effet d'accéder à une fonction qui l'intéresse beaucoup plus, mais à laquelle les circonstances mettront rapidement fin. Le 11 juin 1940, lendemain de la fuite brutale de Paris et de la mission franco-polonaise, le lendemain de la fuite brutale de Paris et de la mission franco-polonaise devant l'avancée de l'ennemi, il lui raconte « Et je suis parti si brusquement que je n'ai pas fermé les compteurs et que j'ai gardé la clé. Je devais coucher le madame et j'ai été dans l'impossibilité d'y retourner. Mon calot, mon casque et mon masque, ma lampe de poche y sont restés. Et ma vieille tenue est chez le teinturier, qui était fermée le lundi. » Comme un certain nombre de ses contemporains, Jean Goltier estime que la bataille a été perdue dans les années précédant le conflit du fait d'un manque de préparation. Le courage des combattants à Dunkerque est pour lui une leçon de volonté magnifique. C'est cela dont nous avions besoin après tant d'années de facilité, comme il l'écrit le 31 mai 1940. Il constate le 1er juin, rendant ainsi indirectement hommage au général de Gaulle, que malheureusement, on n'avait pas suivi Reynaud quand il avait en 1935 préconisé 10 divisions blindées. Maintenant, elles seraient les bienvenues. Cette idée le poursuit dans l'abattement qui suit l'armistice, comme il le montre dans cette lettre du 27 juillet 1940. Dans le désastre sans fond, on nous a jeté en 3 jours une série de fautes lointaines. On ne peut trouver la force de songer à demain. Il faut attendre la fin du choc opératoire. Il ne s'en prend pas aux soldats, trouvant que malgré tout, on a l'impression que nos troupes combattent admirablement. Et il se montre moins tendre pour les chefs comme Gamelin, comme le prouve le portrait qu'il en trace le 24 mai 1940. Le pauvre vieux n'avait pas le caractère assez trempé pour résister à l'atmosphère de facilité qui nous a mis au bord du gouffre. Mais nous devons être pleins de pitié pour cette vie qui a frôlé la gloire dans notre guerre et qui, dans celle-ci, en quelques jours, s'est effondrée. Il ne suffit pas d'être premier à Saint-Cyr. Il faut préparer sans fin l'examen du jour qui s'approche. Il ne faut jamais se croire reçu. Le temps détruit toutes les sciences et il détruira celle d'Hitler si nous le voulons. Il juge sévèrement l'armistice. Le gouvernement aurait dû se réfugier à l'étranger, en Amérique par exemple, avec les chambres. Nous allons faire ce que ni la Pologne, ni la Suède, ni la Hollande n'ont fait. Traiter. Pourquoi? Puisque nous ne pouvons rien vouloir. L'armée devrait capituler seule. Le gouvernement ne le devrait pas. Nous sommes sans honneur pour longtemps, et peut-être esclaves pour un siècle, écrit-il le 18 juin 1940, jour de l'appel du général de Gaulle, qui n'a visiblement pas connaissance. C'est la période la plus poignante, celle de l'exode, de l'attente anxieuse des nouvelles sur le sort de ceux dont on ne sait rien, et des sombres perspectives pour les jours futurs. Le 27 juin 1940, il écrit « De Castelnau, rivière basse, dans les Hautes-Pyrénées, je t'envoie ces quelques lignes. Je suis logé dans l'ancienne enceinte du donjon, sur une terrasse qui surplombe la plaine jusqu'aux Pyrénées. Le paysage est l'un des plus beaux de France. Il ne se doute pas de notre déshonneur et de notre esclavage. » Le 17 juillet 1940, alors qu'il vient de s'installer au puits, je suis seul fantassin parmi les artilleurs. J'aurais assuré la démobilisation des différents détachements de la Haute-Loire après avoir assuré fin août 1939 la mobilisation en Maine-et-Loire. Je suis encore sur les bords de la Loire, près de sa source, après avoir été près de son embouchure.
Hélas, quel cours nous avons remonté. Le 19 juillet suivant, encore sous le choc, il lâche aussi « Nous essayons de ne pas construire l'avenir ». Après la défaite, les perspectives dans un pays envahi et dans un monde en guerre le tracassent beaucoup. Ce qui me préoccupe, c'est la façon de gagner ma vie. Mon précédent état m'apparaît plus précaire que jamais et je songe à un emploi d'administration, modeste peut-être, mais qui, avec les primes pour familles nombreuses, t'aiderait tout de même à élever les enfants, confie-t-il à sa femme le 13 juillet 1940. Le 24 juillet, il s'interroge sur le lieu de résidence le plus favorable aux circonstances. Je ne me vois pas à Paris trop vite, j'y dépenserai plus d'argent que je n'en gagnerai. Il résume la situation le lendemain. Je ne pense pas que vous songiez à l'hiver à Paris, mais moi, avec le manque d'essence, je ne pourrais gagner ma vie en Anjou, me semble-t-il. Or, nous n'avons aucune source de revenus vraisemblable. La famille choisit cependant de rentrer à Paris, comme le précise Yvonne Gauthier dans ses souvenirs. Votre papa est revenu dans son costume gris clair. Nous sommes rentrés à Paris, et si la vie fut dure parfois pendant ces années, j'ai toujours pensé que ce fut pour nous tous la meilleure des décisions. Nous avons pu mieux comprendre et suivre ce qui s'est passé en France depuis l'appel du 18 juin. Premières impressions de Jean Gauthier, revenu à Paris, sur les inconnus matériels de la période qui s'ouvre sont marquantes. Il est difficile de prévoir ce que sera la vie. L'alimentation, l'habillement présenteront des difficultés. Les réquisitions de vivres sont de plus en plus lourdes. Pas de lait passé 6 ans. Aujourd'hui, jour de viande, pas de viande. Les écoliers français seraient encadrés par des milliers d'écoliers allemands, même dans les écoles libres, indique-t-il ainsi le 4 septembre 1940. Je continue sur ce sujet le lendemain. La question délicate pour faire rentrer les enfants est l'alimentation. Ceux qui ont ton estomac seront nourris, mais il faut s'attendre à ce que brusquement l'arrivage soit dévié sur une autre destination. Il faut alors vivre sur les denrées de remplacement. J'ai acheté 2 paires de souliers à semelles de caoutchouc pour l'hiver, car elles vont, paraît-il, être difficiles à se procurer. J'ai acheté aussi pour toi une bouillotte. Si nous n'avons pas de charbon, on se consolera avec de l'eau chaude. Le 12 septembre 1940, Jean Gaultier analyse ainsi la situation. Après avoir passé ici une dizaine de jours, je me rends compte qu'il faut parler le moins possible, travailler de son mieux, sans aucun souci apparent des affaires publiques. Il faut vivre dans l'espérance et ne pas gaspiller son énergie en énervement. Telle est la philosophie à laquelle j'arrive, après m'être inutilement bouleversé. Le 27 septembre 1943, alors qu'il est à la psy, Jean Gaultier précise à sa femme, alors qu'elle est à la psy, ici, pas de nouvelles attaques aériennes, mais des alertes constantes qui paralysent la vie. Hier soir, après être allé à la santé, la sirène a arrêté le métro. J'ai dû aller à pied rue de Rome sous une pluie diluvienne. Il aborde le même jour le délicat problème du ravitaillement. J'ai des difficultés avec les pommes de terre à propos du ticket septembre 31 périmé. Sans une alerte ce matin, j'aurais presque pu tout sauver. Si l'alerte dure, je crains de n'en sauver que le tiers. Depuis 15 jours, pas de viande, pas de beurre. À mon avis, plus que le bombardement, c'est là le vrai danger. Les vainqueurs emportent en Allemagne le bétail et les matières grasses comme on s'approvisionne pour un siège en raviant la plaine. D'autres restrictions d'un autre ordre apparaissent parfois au détour d'une phrase, comme le 4 août 1945. Je te portais une lettre à la gare en même temps qu'une lettre à Madame Cata, pour lequel la concierge m'a dit « Il y a une lettre commandée. Et dans ta lettre d'hier, vendredi, je trouve une lettre de Madame Cata et les cartes de juillet que je te réclamais. » Je suis donc remonté. J'ai déchiré l'enveloppe, une chose si précieuse. Et je reprends ma plume. Les dernières lettres de 1945, comme celle du 3 août, font mention du procès Pétain, auquel Jean Gaultier assiste en spectateur attentif. Mes journées se passent en partie au procès Pétain, où Pierre Laval, Végan et Paul Reynaud s'affrontent, tandis que le maréchal dort. Il écrit aussi le 11 août suivant. J'ai assisté au réquisitoire du procureur Mornay, lourd, sans air, mais rigoureux, bien qu'incomplet, montre celui qui fut le maréchal Pétain. Lundi, plaidoirie. Murodja Ferry m'a dit qu'il considérait la condamnation à mort comme certaine, avec un retour en grâce qui évitera l'exécution. On sait que c'est ce qui s'est effectivement passé. L'homme de lettres Férudard, qui est Jean Gaultier, apparaît régulièrement en arrière-plan. Le rembarquement de Dunkerque lui arrache cette phrase le 2 juin 1940. La ville est évidemment détruite. Et aussi, ce qui est mortellement triste, la cathédrale d'Amiens que je devais toujours te révéler. Parlant de son retour le 27 juillet, il précise « Je rentrerai dans ce cas par Limoges en passant par Aurillac, Thiézac et Vic-sur-Cère en souvenir de Rousseau. » Le 28 juillet, il indique « Hier soir, en buvant un verre d'eau de Vittel bien sagement,
J'ai écouté un colonel me parler d'estampes japonaises. Il avait été en garnison à Nantes et connaissait les tableaux de Charles Lot. De même, il entre dans le palais de justice de Brive où se trouve une toile d'Henri Martin qu'il cherche depuis longtemps à examiner. Puis en Velay, une entrevue avec le maire lui vaut d'obtenir l'autorisation de visiter le musée fermé et qui contient un corot de la première époque. Dans cette même lettre, du 13 juillet 1940, il confesse « Je me suis fait envoyer en Haute-Loire afin de voir le puits et la chef-Dieu ». Vous voyez sur cette carte postale. 6e arrondissement au travers de l'ensemble des lettres, qui est la partie, j'imagine, que vous attendez tous. Donc, d'abord, la carte du 6e arrondissement. J'ai sélectionné 7 parties, 7 endroits que j'ai relevés dans cette correspondance. On peut en qualifier 4 d'assez réguliers. La rue Madame, évidemment. La rue Bonaparte, au moins, jusqu'à la guerre. La rue du Montparnasse, c'est plus épisodique. La rue du Montparnasse aussi. Et la place Saint-Sulpice. La rue du Cherche-Midi, la place Saint-Germain-des-Prés, la rue de Rennes, c'est plus occasionnel. Vous allez le voir. Donc, la rue Madame. J'ai déjà évoqué à plusieurs reprises le 70 rue Madame où habite la famille Gauthier. Je me contenterai donc de citer un passage d'une lettre du 9 juin 1940 où Jean Gauthier indique « Nous avons eu une alerte ce matin vers 5 heures. J'ai passé à la cave quelque temps avec M. Pierremort de Bord et son fils. Il était jusqu'à hier matin le chef de cabinet de Marcel Hérault. Il s'agit d'Ernest Pierremort de Bord, maître des requêtes au Conseil d'État. Sa fille Gisèle Favre deviendra plus tard conseillère municipale du 6e arrondissement. À l'occasion, lorsqu'il ne fait que passer à Paris, que sa famille est absente, Jean Gauthier préfère se loger à l'hôtel de l'Avenir, situé au 65 rue Madame, qui lui évite les questions d'intendance. Il indique ainsi le 4 septembre 1940, arrivé à 9h30, heure officielle, je n'ai plus dîné. Je suis descendu à l'hôtel de l'Avenir et j'ai pris un thé. Il lui arrive aussi de prendre des repas à l'hôtel Périve, au 63 rue de la rue Madame, comme il le rapporte le 17 août 1926. Je suis venu dîner à l'hôtel de Thérèse. Il a un avantage, c'est de n'être pas cher, mais évidemment, il est inférieur à un wagon-restaurant. La rue Bonaparte. J'ai mentionné à plusieurs reprises la famille Léouzon-le-Duc, le fait que Jean Gauthier devienne le collaborateur de maître Claude Léouzon-le-Duc après la Grande Guerre. Il le restera jusqu'au décès de celui-là en 1932. Celui-ci avait épousé Louise Riesner, vous voyez donc à la droite, issue d'une dynastie de peintres et d'ébénistes, et petite cousine d'Eugène Delacroix, chose qui ne pouvait que plaire à Jean Gauthier. Il existe plusieurs portraits d'elle, réalisés notamment par Berthe Morisot ou Fantin-Latour. Ils habitent au 8 rue Bonaparte et Jean Gauthier fait souvent mention d'eux. Le 25 mai 1922, Jean Gauthier raconte à sa fiancée « Le dîner chez maître Léouzon-le-Duc était peu nombreux. Le bâtonnier Henri Robert, Madame Chausson, la femme du musicien, François de Tessan, retour de Gênes, Léon Bailly, la fille du général Antoine et son récent mari dont j'ai oublié le nom, Victor Flamand, le critique d'art, et c'est tout. La soirée était très amusante parce que le vin d'Anjou est d'un tempérament drôle. » En avril 1926, il rapporte aussi « J'ai dormi, puis je suis allé déjeuner chez Léouzon-le-Duc. Déjeuner magnifique pour moi tout seul. Je suis resté avec Madame Léouzon-le-Duc en tête-à-tête. Nous avons bavardé en buvant du sherry. Voilà comment j'aime exercer la profession d'avocat à la Cour de Paris. » Le 17 avril 1926, il précise « Hier soir, Léouzon m'a emmené dans son bureau et m'a remis un billet de 1000 francs pour prix de la plaidoirie improvisée avant les vacances devant Lascaz. Nous avons du reste perdu le procès sur toute la ligne. » Mais la cliente, qui a lu la sténographie de mon bavardage, s'est déclarée enchantée. Je sais bien que 1000 francs, cours du change. Enfin, c'est d'autant plus utile. Lors de son périple à travers la France au moment de la débâcle, Jean Gauthier a l'occasion de se rendre dans la propriété de la famille, le château de Chazron, situé à Châtel-Guillon dans le Puy-de-Dôme. Il écrit ainsi le 13 juillet 1940 « Je suis allé visiter hier Chazron, où j'ai couché et d'où j'arrive. J'avais besoin de voir le CAD pour ma fameuse notice sur le bâtonnier Léouzon. Jean Gauthier ne se doute pas que peu de temps après son passage, de septembre à novembre 1940, le château va servir de prison à Léon Blum, Georges Mondel, Édouard Daladier, Paul Reynaud et Maurice Gablin avant leur comparution au procès de Riom organisé par Vichy. La rue du Montparnasse. Jean Gauthier est le conseiller juridique de la congrégation religieuse Notre-Dame de la Fidélité qui assume la charge du foyer d'étudiantes La Maison, situé au 36 rue du Montparnasse. Sa tante maternelle, Alice Lecomte, qui étant religieuse de cette congrégation à la communauté de la Délivrance située à Douvres, il a en effet des liens anciens avec elle. Il y fait souvent allusion dans ses lettres.
Le 25 juillet 1939, il indique ainsi « J'ai quitté l'avenue de la Grande Armée pour la rue du Montparnasse où, durant 3 heures, j'ai examiné le montant des travaux de la maison et la trésorerie. » Le 9 juin 1940, alors que l'armée allemande est proche de Paris, il écrit « J'ai vu la maison à qui je conseille d'évacuer sur Pigeon et sur Moulins et d'alerter la délivrande si la Seine était atteinte et si une tête de pont s'installait. » Cela explique le passage d'une lettre du 28 juillet 1940 adressée par l'une des religieuses à Yvonne Gaultier. « Laissez-nous vous demander de vos nouvelles et vous dire aussi toute ma reconnaissance pour la sollicitude si dévouée et si délicate dont Maître Gaultier a entouré la petite communauté de la maison lors des événements du début juin. » En tant qu'avocat, Jean Gaultier a l'occasion de se rendre à la prison du Cherche-Midi, située au numéro 38 de cette rue. Le 17 août 1926, il raconte ainsi « J'étais allé déjeuner à Duval, et de là, je m'étais acheminé vers le conseil de guerre Sion Cherche-Midi. Les juges étaient sévères. Ils ont octroyé au premier inculpé 1 an de prison ferme pour avoir dérobé 10 francs papier et les avoir restitués. Pour mon déserteur à l'étranger en temps de guerre, ils se sont heureusement montrés plus indulgents. Il n'a reçu en partage qu'1 an de prison avec sursis, et il est donc à l'heure actuelle en liberté. Ce fait doit lui faire plaisir. » Jean Gaultier s'est aussi profité des adresses supérieures à l'hôtel Périve. Ainsi, le 5 avril 1945, où il indique « Je t'écris de la terrasse des Deux Magots, après avoir vu André Artus Bertrand, et aussi conseiller municipal du 6e arrondissement. » La rue de Rennes. Jean Gaultier fait parfois aussi mention à l'occasion de changements survenus dans l'urbanisme. Ainsi, il indique le 25 juillet 1967, assis à la terrasse de la rue de Rennes, devant les ruines de la gare de notre commune enfance, je me crois à Montpellier, au nord du Forum. Il fait très chaud. J'ai devant moi non seulement l'ancienne gare, mais un verre de citron glacé. C'est en effet de cette gare que l'on part et qu'on arrive de l'Anjou et de la Vendée, terre d'origine respective de Jean et d'Yvonne Gaultier. La place Saint-Sulpice que j'ai choisie pour terminer pour des raisons évidentes. C'est un endroit qui a évidemment une grande importance pour Jean et Yvonne Gaultier, puisqu'ils se sont mariés aussi bien civilement que religieusement. Le 4 mai 1922, alors qu'ils sont fiancés, Jean Gaultier écrit à Yvonne Todière « Sur la place Saint-Sulpice, on dresse des baraques qui doivent évoquer la vieille foire Saint-Germain du XIVe siècle. Ces perspectives moyenâgeuses doivent donner à cette place un pittoresque inaccoutumé. Revenez vite pour me donner votre avis sur les lignes. » Dans les discours qu'il prononce pour ses 90 ans, Jean Gaultier précise son affection pour cet endroit. « En grandissant, je trouvais que le lieu de mon entrée en ce monde était dépourvu de majesté. J'aurais aimé être né sur près d'une grande place, avec des statues d'hommes célèbres, face au seuil d'une immense église, ouverte à tout un séminaire lors des offices, accueillante même aux archevêques s'ils étaient de l'académie. » Conclusion, je préciserai simplement que ces lettres font ressortir de l'ombre les conditions de vie à l'époque. L'atmosphère de la guerre, en particulier la défaite de juin 1940, est très palpable. Le fait qu'il s'agisse d'une correspondance et non d'un récit postérieur accentue, à mon sens, beaucoup les faits, puisqu'il n'est pas possible de revenir sur ce qui a été écrit. Je dirais simplement qu'en tant que petit-fils, j'ai eu un grand plaisir à découvrir la richesse de la relation de mes grands-parents. En tant qu'amateur d'histoire, cette plongée dans le quotidien de la guerre m'a fasciné. Et en tant qu'archiviste, je ne peux que remercier Yvonne Gaultier d'avoir conservé les lettres de Jean. Je vous remercie. Merci beaucoup, David, pour ce témoignage. Comme je le disais tout à l'heure, il est très, enfin, je veux dire, les correspondances privées ou les papiers privés au sens plus large sont toujours un témoignage très précieux pour un historien, pour des membres de la famille, bien évidemment encore plus, ou pour des archivistes, puisqu'ils viennent compléter de manière, j'allais dire, naturelle, sans phare, ce que la froideur que peuvent avoir les archives administratives que l'on peut trouver pour retracer une histoire familiale. Ce que l'on peut regretter, vous le regrettiez d'ailleurs vous-même, c'est qu'on n'est qu'une partie de la correspondance, qu'il ne soit que la correspondance de l'époux et non pas la correspondance, enfin, les réponses ou les lettres de son époux, sans qu'elles soient forcément d'ailleurs des réponses à une lettre précédente de son mari.
parce que lui maniant quand même un humour assez corrosif et elle ayant manifestement la tête près du bonnet pour des raisons très pratiques, étant en période de guerre, j'entends bien, je pense que la confrontation des deux correspondances aurait été très savoureuse. Oui, Je crois que, je suis bien d'accord. oui, on ne peut pas restituer les choses. Non, c'est déjà content d'en retrouver 5. Oui, bien sûr. Avez-vous des questions ou des témoignages ou des réactions? Oui, j'ai une question très simple. D'abord, merci et bravo, c'était extrêmement intéressant. Je trouve que mon grand-père a mis très parallèle, y compris les naissances et la résidence en fait. Et je voulais savoir si votre livre était accessible en ordre à votre congrès. Il m'en reste une quinzaine ou une vingtaine que je peux tout à fait, si vous me donnez vos coordonnées, je peux faire parvenir sans aucun problème. Ah bon. Merci. Petit clin d'œil en passant, avec la dernière photo que vous avez prise de la personne du plus, elle a été prise de Je n'avais pas vu Simon. Juste pour dire un mot, moi je suis aussi la petite fille de monsieur Le Sage, qui était orfèvre préféré. C'est près d'ici. Et ma mère a vécu au pays Charbonnier pratiquement toute sa vie. Mais je voudrais dire un mot à propos de Monseigneur Suard. Est-ce que vous savez que Monseigneur Suard, avant d'être à Paris, était archevêque de Reims? Oui, je le sais. Et il a publié une lettre contre le nazisme très tôt. C'est bien pour ça que j'ai précisé qu'il s'était engagé. Il n'a jamais été un maréchal. Par contre, Il l'a accueilli, il l'a accueilli à Notre-Dame juste après. c'est absolu. Oui. Condamné pour Voilà. essayer de sauver ses frères et la sorte, etc. Il s'est abstenu d'émettre des actes. Non, mais j'ai bien précisé, Vous savez, qu'il s'était engagé. quelques jours après son arrivée à Paris, à l'archevêché, il a fait l'objet d'une perquisition de la Gestapo. Je connais un peu la question puisque je travaille au Centre national d'archives de l'Église de France. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de classer le fonds de l'aumônerie générale des prisonniers de guerre qui a été créé par Monseigneur Rodin. Et la première chose que Monseigneur Rodin a fait, c'est d'aller voir le cardinal Suard. Donc je connais un peu les conditions de son installation à l'évêché. Et il venait d'ailleurs de succéder en 1940. Il l'avait rencontré juste avant à Reims et c'est comme ça qu'il le connaissait bien. Donc je connaissais un peu la question. Je suis d'accord avec vous. Il a condamné très tôt les rafles des Juifs. Il a fait partie des signataires, c'est incontestable. Il y a eu une exposition il y a peu de temps au mémorial de la Shoah, auquel le CNAEF a participé, puisqu'on a quand même prêté une quarantaine de lettres, et c'est ce qu'il en ressort, il n'y a pas de doute. Mais il était considéré comme pétiniste, notamment au mois de Libération. On l'a d'ailleurs empêché, on l'a empêché de venir dire la messe à Notre-Dame. Éviter à ses frères et à Il y avait quantité de raisons. Je suis d'accord avec vous. S'il y a une chose que je sais sur la guerre, c'est que rien n'est simple et que c'est très facile, surtout aujourd'hui, on est bien confortablement installé sur une chaise, de donner les bons points, si vous voulez. Je suis d'accord avec vous. La situation était tout sauf complexe et il a essayé de se tenir au-dessus de la mêlée. Mais il a eu des problèmes à la Libération à cause de ça. C'est tout. C'est tout ce que je dis. Donc, c'est-à-dire oui, il n'a pas détruit malheureusement que les lettres de son épouse. J'ai sa correspondance de guerre enfin, je ne l'ai pas justement. Quand il était prisonnier pendant la Première Guerre mondiale, il écrivait à sa mère. J'ai les lettres que sa mère lui écrivait, qu'il n'a pas détruites. Peut-être parce que c'était les lettres de sa mère et qu'il les a pas retrouvées, je ne sais pas. Mais il a détruit les siennes. Il me reste deux, même que j'ai mises là. Et parce qu'elles avaient été classées ailleurs. Visiblement, c'est ce que m'a dit sa fille, maintenant Marie-Noël. À la fin de sa vie, il y a un moment où il a été faire un grand ménage, considérant que c'était des choses privées. Et comme les lettres de sa femme étaient adressées à lui, elles lui appartenaient. Par contre, il n'était vraisemblablement pas question qu'il touche à celle qu'il avait écrite à sa femme, parce qu'elle tenait visiblement à les garder. Et je pense qu'il n'a même pas été question, la question n'a même pas dû être abordée, parce qu'elle aurait refusé net.
C'était les siennes. Et juridiquement, c'est l'émission sur Figaro, et il parlait notamment des lettres, des échanges de lettres de Figaro et de Figaro. Et là, les lettres de Figaro ont subsisté, Oui. il y en a 5 par exemple. Et celles de Sophie ont disparu. Oui, c'est ça. Et c'est pas une interrogée. et je suis sûr qu'en plus, il a décrit d'autres lettres, notamment d'amis proches, parce que j'ai retrouvé quelques lettres, mais par rapport, je sais, à la proximité qu'il avait avec eux, ça me paraît très très peu. À une époque, on s'écrivait beaucoup, et même quand on se téléphonait, ça n'empêchait pas d'écrire. On n'avait pas des portables en permanence. Donc, je pense qu'il a détruit beaucoup plus que ça, malheureusement. Celles qui survivent, celles que j'ai retrouvées, c'est plutôt parce qu'elles étaient en Anjou, et que là-bas, visiblement, il n'a pas fait il a fait moins de ménage. Voilà. Et à Paris, il y en a quelques-unes qui lui ont échappé, et heureusement, ma tante en a récupéré certaines. Mais je suis d'accord avec vous, c'est une perte très dommage. Bon, ceci dit, pour les lettres de ma grand-mère que j'ai pu trouver par ailleurs, je pense que celles de mon grand-père sont souvent plus intéressantes parce qu'effectivement, celles de ma grand-mère sont souvent très pragmatiques. Donc bon, je regrette, mais je pense que ça aurait été encore plus dommageable dans notre sens, sans faire preuve de préférence qui n'a pas lieu d'être. J'ai évoqué tout à l'heure un aparté, ce que pouvait représenter l'apport justement de correspondance privée, ce qui me faisait penser, on va se reporter en gros 150 ans avant, la Société historique des archives de Nice et de Saint-Onge a publié la correspondance entre les époux Brémond d'Ars, et elle vient de publier le journal des migrations de Pierre de Brémond d'Ars. Et l'auteur, enfin, qui a publié à la fois la correspondance et le journal, mettait bien en valeur, comme vous l'avez fait vous-même, la richesse que pouvait représenter justement ces échanges intimes, qui n'étaient pas bien évidemment destinés à la publication, entre des couples qui étaient séparés pour des raisons de guerre, puisque les uns, c'était les guerres de la Révolution avec l'immigration, là, c'était la Seconde Guerre mondiale. Et on voit très bien dans l'un comme dans l'autre cas la richesse que ces correspondances peuvent apporter à l'histoire, parce qu'en filigrane, on voit apparaître bien évidemment la grande histoire, mais elle a un écho qui est un écho différent, parce que c'est un écho plus lointain, et qui est vu à travers des gens qui doivent assurer le quotidien. On est bien conscient, on le voit bien avec vos grands-parents, que ce soit pendant la guerre, que ce soit la Seconde Guerre mondiale, que ce soit pendant les guerres de la Révolution, où on a exactement, c'est vraiment le copier en quelque sorte. Moi, j'ai trouvé, si vous voulez, que c'était un peu le copier de préoccupations qui sont des préoccupations d'un couple, j'allais dire, banal, le couple lambda, comme nos grands-parents ont pu l'être, mais qui était confronté à une réalité historique parfois un peu lointaine, là peut-être un peu moins pour cela. J'allais dire Brémond d'Ars, il était quand même bien parti en immigration, pensant partir 6 mois, et il est parti près de 10 ans. Mais je trouve qu'il y a une similitude et on peut faire un parallélisme entre deux situations qui sont séparées d'un peu plus de 100 ans. Et je trouve que c'est vraiment très intéressant. Et j'en reviens, enfin c'est l'archivisme, mais nous sommes archivistes, donc on peut le redire, que de la richesse que peuvent apporter toutes ces correspondances privées. Je crois qu'on ne sera jamais... et si vous en avez chez vous, dans vos greniers, surtout ne les détruisez pas. Oui. Voilà. Merci beaucoup en tout cas pour ce Merci nouveau témoignage. Merci beaucoup. Merci. C'est vraiment passionnant.